Népal, au mois d'avril. C'est parti pour une nouvelle aventure musicale, la suite d'un voyage sonore qui a commencé l'année dernière à la rencontre des musiques et des peuples du Népal, ce petit pays d'Asie adossé à la chaîne de l'Himalaya. La dernière fois, l'aventure avait commencé dans les rues de Katmandou, la capitale du Népal. Et s'était poursuivie jusqu'au nord du pays, chez les Tamangs, une ethnie qui vit isolée dans les montagnes, à la frontière du Tibet. Et notre aventure s'était arrêtée là, au pied d'une montagne géante, le mont Langtang, et ses 7246 mètres d'altitude. Cette année, on reprend la route, avec l'idée cette fois de passer de l'autre côté de la montagne, à la découverte de nouvelles musiques. Pendant ce voyage, je suis attentif à chaque son, à chaque ambiance. Aller à la rencontre des gens, c'est aussi le but de ce voyage. Alors dans mon sac à dos, j'ai glissé mon indispensable kit de survie pour musicien baroudeur, qui se compose d'un ukulélé, d'une flûte irlandaise, d'un harmonica et d'une paire de kessé-kessé, un instrument africain qu'on fait voltiger entre ses doigts. J'embarque aussi un enregistreur numérique pour capturer les sons et une caméra de l'extrême pour saisir les images au vol. Avec cet équipement léger, je suis prêt pour l'aventure. Mais comme pour beaucoup de voyageurs, tout commence dans les aéroports. Il faut prendre plusieurs avions, 3 exactement, et attendre des heures dans les zones de transit. Mon père m'accompagne dans cette aventure. Mais avant même d'avoir atterri au Népal, on fait déjà une rencontre musicale, ici, dans l'aéroport de Delhi, en Inde. Dans un magasin indien, ces 2 musiciens jouent pour les touristes. Je suis irrésistiblement attiré par leur musique et je vais à leur rencontre pour engager un dialogue musical avec eux. On échange nos instruments et j'essaie de jouer au violon une mélodie irlandaise quand le percussionniste me rejoint et rajoute sa touche orientale. Mais notre avion va bientôt décoller. Je rends son instrument au violoniste et en guise de revoir, les 2 musiciens qui n'ont pas perdu une seule note de ce que je viens de leur jouer reprennent une dernière fois le morceau irlandais
mais à leur façon. Leur musique nous accompagne encore quand, après de longues heures de vol, on atterrit enfin sur le sol népalais. On est à Katmandou, la capitale du Népal. C'est le passage obligé pour tous les voyageurs qui partent à l'aventure dans l'Himalaya. Pour commencer le voyage, on doit d'abord replonger dans la jungle sonore de Katmandou, cette ville grouillante où se joue tous les jours un authentique concert de klaxons au milieu d'une circulation totalement anarchique. On retrouve les fanfares religieuses qui paradent sur le bord des routes, dont la musique se mélange à celle des voitures. Dans les petites rues, on croise à nouveau les musiciens ambulants qui animent les rues au son de la guimbarde et du tcharangi. On repasse aussi par les quartiers bouddhistes où le chant et les trompes tibétaines sonnent à toutes les heures de la journée, accompagnés du parfum de l'encens. On redécouvre aussi le claquement incessant des moulins à prière qui se mélangent aux musiques bouddhistes. Le soir, le quartier de Thamel est toujours aussi animé. Au détour des rues, on entend à nouveau les musiques sacrées hindoues, le groupe religieux majoritaire du Népal. Katmandou, c'est une ville à cheval sur plusieurs époques. Et dans une même rue, on peut passer des anciennes musiques religieuses au son moderne du rock et des guitares électriques.
diversité musicale qui existe à Katmandou reflète pour moi assez bien le mélange social qui existe ici et qui fait de Katmandou une ville en pleine mutation culturelle. Ce matin, on quitte Katmandou, direction le nord du pays, là où nous attend la suite de notre aventure. Mais alors qu'on est sur le point de partir, au détour d'un coin de rue, on fait une rencontre insolite. Dans un magasin obscur et exigu, se cache un musicien qui joue d'un des instruments les plus typiques de l'Himalaya, le bol tibétain. Fait d'un alliage de 7 métaux différents, on le met en vibration avec une baguette en bois qu'on tourne tout autour du bol pour créer l'onde sonore caractéristique des bols tibétains. Mais le musicien sait aussi en tirer d'autres sons, bien sympas. Il nous montre un autre phénomène intéressant. Lorsqu'on met de l'eau à l'intérieur du bol, elle saute dans tous les sens, excitée par la vibration. Il y en a de toutes les tailles, et ce spécialiste du bol chantant fait essayer à mon père une technique de relaxation qu'il appelle le sound therapy, littéralement la thérapie par le son. Son magasin est rempli d'instruments de musique et il me montre un instrument que je n'ai encore jamais vu. En fait, c'est juste une corde tendue sur un cadre en bambou. Mais c'est incroyable le nombre de sons que ce musicien arrive à en tirer. Ce matin, on fait aussi une autre rencontre importante, celle de Raju et son taxi musical. Pour quitter Katmandou et rejoindre le nord du pays, il nous faut un taxi.
Et au Népal, qui dit taxi, dit radio. Pour Raju, la radio, c'est sacré. Et c'est aussi le seul moyen qu'il a trouvé pour rester zen au milieu de l'anarchie routière de Katmandou. Mais pour nous, voyageurs, un trajet en taxi, c'est l'occasion d'une véritable immersion dans la culture musicale du Népal, au son des musiques traditionnelles remixées à la sauce électro. Dans le taxi, l'ambiance musicale évolue. Raju, qui a vu mes instruments de musique, nous dit que lui aussi est musicien. Je lui demande quelle est sa musique préférée, et voilà sa réponse. Maya, meri Maya, hamro milan kaile huncha. Maya, meri Maya, hamro milan kaile huncha. Timro mutu timilai ne di sake. Avec Raju, on s'éloigne petit à petit de Katmandou pour s'enfoncer dans les montagnes en direction du Langtang, une région de l'Himalaya qui se trouve au nord du Népal, à la frontière du Tibet. Mais en cours de route, on doit d'abord faire halte dans un lieu où un rendez-vous nous attend depuis plusieurs mois. Raju nous dépose dans le petit village de Dahachok. Dahachok est un petit village où se trouve une école soutenue par une association humanitaire française. En accord avec eux, on a décidé de profiter de notre passage dans la région pour aller à la rencontre des élèves, avec quelques instruments de musique. On est accueilli par Sarita, la déléguée locale de l'association. Elle nous fait découvrir l'école et nous mène à la rencontre des élèves. En guise de bienvenue, les enfants nous offrent des fleurs. Mais très vite, la musique remplace les paroles. Pendant toute une journée, on va faire de la musique dans l'école, qui compte aussi un collège. On va de classe en classe, et je leur fais aussi essayer mes instruments de musique.
père, lui, sort de sa poche un accessoire qui a un immense succès auprès des enfants. Petit à petit, dans l'école, c'est la fiesta totale. Les enfants dansent de partout et ils nous montrent les chansons qu'ils connaissent. Setting on a Saturday, setting on a Saturday, Saturday, swimming on a Sunday, swimming on a Sunday, swimming, 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 Sunday, 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 chopper, mommy, chopper, diggy, diggy, doo, and begins to fall, and begins to fall, À un moment, du groupe sort un petit garçon qui vient nous chanter une chanson népalaise, avec une voix incroyable. À la fin de la journée, les enfants partagent un goûter que l'association a organisé pour couronner cette journée aux allures de fête d'école. La journée se termine et on se dit bye bye avec encore plein de musique en tête. Bye bye. Thank you. Bobolé, bobolé et bobolé, mams. Le lendemain matin, la route reprend, direction le Langtang. La région est difficile d'accès pour un simple taxi. Alors en cours de route, on change pour une Jeep et on retrouve Lakpa, le guide qui nous accompagne pour la suite de notre aventure. Avec lui, on sillonne des pistes à flanc de falaise pour s'enfoncer le plus loin possible dans les profondes vallées de l'Himalaya. Après de longues heures de route, notre Jeep nous dépose enfin au pied du mont Langtang, la montagne géante. À partir d'ici, nos recherches continuent, avec l'idée cette fois de passer de l'autre côté de la montagne, à la découverte de nouvelles musiques. Alors on regagne le fond de la vallée, franchissons la rivière Langtang, et petit à petit, on grimpe un sentier qui nous mène vers la montagne. À ce stade, l'aventure est déjà musicale. Le bruit de nos pas rythme la marche et se mélange aux ambiances sonores de la forêt tropicale.
La marche musicale est entrecoupée de pauses, et Lakpa en profite souvent pour jouer de mon ukulélé de voyage, que j'ai glissé dans mon sac à dos. Lakpa, c'est un ami. Guide et musicien, il nous a déjà accompagnés dans notre premier voyage sonore ici, au Népal. Il est originaire de la région, qu'il connaît parfaitement, et cette fois-ci, il est accompagné de Krusang, un de ses amis qui nous aide à porter notre matériel. Sur le bord du chemin, Krusang cueille souvent la feuille d'un petit arbre. Et il fait de la musique avec. Aux ambiances sonores de la forêt tropicale se rajoute bientôt l'orage. Heureusement, le village de Lakpa n'est plus très loin et on y trouve refuge. Chez Lakpa, on attend que l'orage passe. Et pour passer le temps, Krusang joue d'un instrument de musique. Ici, on est chez les Tamang, une ethnie népalaise qui vit dans les montagnes. Et dans chaque maison Tamang, on trouve une tugna, une sorte de petite guitare à 5 cordes, typique des régions de l'Himalaya. L'orage se dissipe, mais le vent, lui, continue de souffler. Le vent est omniprésent dans ces montagnes et il tient une grande place dans la culture des peuples qui vivent ici. Les bouddhistes l'associent à un élément sacré et il fait danser les drapeaux de prière qu'on retrouve de partout dans ces montagnes. D'ailleurs, le vent est représenté sur les drapeaux de prière par un cheval qui galope. On l'appelle le cheval du vent. Associés aux drapeaux de prière, on trouve les stupas. C'est aussi un monument religieux autour duquel on tourne en actionnant des moulins à prière. Le claquement des moulins, qui se mélange au son des drapeaux et au souffle du vent, donne pour moi la musique typique des montagnes du Népal. Sur certains stupas sont représentés des musiciens. Et si on tend bien l'oreille, on
peut même parfois les entendre. Il est 7 h du matin, l'heure de la prière bouddhiste. Dans le vieux temple du village, les chants sacrés résonnent 6 fois par jour. Sur les murs usés, on trouve les représentations des dieux dont parlent les chants bouddhistes. À l'extérieur, le son des tambours sacrés résonne et se perd dans la vallée. La pluie s'est arrêtée et notre aventure reprend. On laisse derrière nous le village de Lakpa pour emprunter un sentier qui nous mène de l'autre côté de la montagne. Progressivement, on gagne de l'altitude et on traverse des paysages plus dégagés. On marche pendant de longues heures. Mais alors qu'on croit s'éloigner de la civilisation, au loin, on entend soudain des voix. Un peu plus loin, on découvre qu'en fait, il s'agit d'hommes et de femmes tous rassemblés qui semblent fêter quelque chose. Grâce à Lakpa, on apprend en fait qu'il s'agit d'un mariage. Les gens sont très hospitaliers et ils nous invitent à poser nos sacs à dos pour partager le repas avec eux. Au menu, c'est dal bhat, le plat traditionnel du Népal. Il est fait principalement à base de riz, de lentilles et d'un peu de viande de yak. Et on déguste ce plat directement avec les doigts. Pendant ce temps, les mariés, eux, sont à l'écart, à l'intérieur de la maison. Dans une pièce décorée comme une véritable boîte à bijoux, les mariés sont en compagnie du lama, le prêtre qui les a mariés. Et les amis défilent les uns après les autres pour saluer le couple et leur offrir une écharpe blanche en guise de porte-bonheur. À l'extérieur, le repas est fini et la fête commence. Les mariés sortent pour rencontrer leurs invités. Tout le monde se rassemble autour d'eux et commence un jeu assez marrant. Des hommes prennent la parole et font un discours à base de sketch
qui font rire les gens. Puis la musique commence. Un petit groupe d'hommes se met à danser. Et une demi-heure plus tard, c'est tous les invités qui forment une immense ronde en chantant et en dansant. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, chaque groupe chante à tour de rôle des mélodies qui se répondent. La pluie qui menace encore ne décourage personne et les gens continuent de faire la fête jusqu'à la tombée de la nuit. De notre côté, on dit au revoir à ces gens qui nous ont accueillis comme des amis et on reprend la route musicale. Mais bien après notre départ, on entend encore au loin les chants résonner dans la vallée. Depuis l'étape au village de Lakpa, nos deux guides ont glissé dans leur sac à dos un instrument de musique, la tungna. Alors maintenant, on forme une vraie équipe de musiciens qui parcourent les montagnes et les pauses se transforment en de vraies sessions musicales. Lakpa et Krusang nous chantent des mélodies tamang. La plupart du temps, ce sont des chansons d'amour. Comme d'habitude, on échange nos instruments et moi aussi, j'essaie de jouer de la tungna. Des fois, on croise une ferme de yak ou un berger avec son troupeau. Et souvent, on improvise des sessions musicales sur le bord du chemin. Et d'autres fois, la route est entrecoupée de pauses cueillettes. On pose les instruments pour ramasser des plantes comestibles qui nous servent à cuisiner le repas du soir au bivouac. Après 5 jours de marche, on est maintenant bien enfoncé dans la vallée de l'autre côté de la montagne. Et on a bien l'intention de continuer. Lakpa m'a parlé d'une étrange musique. Une mélodie mystérieuse qu'on entend résonner certains soirs dans la vallée.
c'est assez pour nous mettre l'eau à la bouche. Et pour avoir une chance d'entendre cette mystérieuse musique, on évolue maintenant dans une vallée fréquentée uniquement par les bergers et leurs yaks. Krusang aussi est un berger. Et plusieurs soirs de suite, on trouve refuge dans une de ces huttes itinérantes qu'il a construites à plusieurs endroits de la forêt. Depuis un petit moment, la femme de Krusang nous a rejoints. Aujourd'hui, elle cuisine les plantes comestibles ramassées dans la matinée pour faire une soupe. Krusang, lui, mélange de la farine de maïs et de l'eau pour faire des pâtes. Et devant ce spectacle, Lakpa, lui, il joue de la tugna pour encourager la cuisson. Ce plat à base d'herbes, de pâtes de maïs et de viande de yak séchée s'appelle une soupe sherpa. Et on le mange avec une brindille. Après le repas, Krusang fait de la couture. Il termine la décoration d'une veste en laine de yak qu'il a commencé la semaine dernière. Sa femme Sirisha, elle, va dans la forêt ramasser des feuilles pour nourrir les yaks. On vit comme ça plusieurs jours au rythme de la famille de Krusang, qui sont des bergers. Leur activité tourne complètement autour des yaks, dont ils exploitent la laine et le lait. Ils ont un fils qui s'appelle Nusan. Quand il n'est pas à l'école, il est chargé d'aller chercher l'eau à la rivière. Quand il a le temps, je lui fais essayer mon ukulélé. Et Nusan, c'est un véritable rocker dans l'âme. Yeah, rock and roll. De mon côté, j'essaie de faire un bœuf avec les yaks, mais ça semble pas bien fonctionner. J'ai pas l'impression que les yaks soient très sensibles à ma musique. Dans mon sac à dos, j'ai aussi ma flûte irlandaise. Et Lakpa aime beaucoup en jouer. En jouant de ma flûte, l'idée lui vient de m'apprendre à fabriquer une flûte népalaise. Je vous donne le truc. Il faut d'abord couper un bambou, avec un gros couteau népalais s'il vous plaît, un kukuri. Ensuite, tailler la tige pour faire les trous et couper l'extrémité en biseau. Avec une tige en fer chauffée au feu, il faut percer des trous réguliers. Pour terminer, on coupe un roseau d'un diamètre un peu plus gros pour l'encastrer sur le biseau. Hop, et voilà le travail. Then singing lesson video also possible, Tamang language and Sherpa language. This is Nepali floor. Okay, so 3, 3, 6, then here 1.
On continue notre avancée dans les montagnes à la recherche de la mystérieuse musique. On traverse des paysages variés, des forêts denses, des plateaux alpins, le soir, les bergers de la région nous accueillent dans leur cabane. Autour du feu, on partage aussi bien le repas que des notes de musique. Le jour, la route continue, et après une journée de marche, on arrive un soir à proximité d'un village. La nuit tombe, et on s'y rend pour y trouver refuge. Mais alors qu'on arrive au village, dans l'obscurité, on perçoit l'étrange musique dont l'Akpa nous avait parlé. La musique provient d'une des maisons du village, et grâce à l'Akpa, on nous autorise à rentrer pour assister à un événement très particulier. Un rituel chaman. Dans cette région de l'Himalaya, il existe encore des chamans. Les peuples de la région les considèrent comme des guérisseurs capables de rentrer en communication avec les esprits de la nature. Ces croyances sont issues des anciennes religions animistes qui existaient ici bien avant l'arrivée du bouddhisme et qui se perpétuent dans ces régions isolées, longtemps restées coupées du monde. Dans la vie, le chaman est un homme comme les autres. Mais quand quelque chose ne va pas, on fait appel à ses dons surnaturels. Ce soir, le chaman pratique un rituel de protection. Un des enfants du village est malade. Le chaman fait appel aux esprits pour le fortifier et le protéger des maladies. À travers sa musique, le chaman s'adresse directement aux esprits. Dans l'obscurité de la pièce, la musique devient lancinante. On brûle de l'encens et petit à petit, le chaman rentre en transe. Puis le chaman se met à danser. À ce moment-là du rituel, l'intensité musicale est à son maximum. Soudain, le chaman rentre dans une sorte de procession. Et le rituel continue comme ça pendant toute une partie de la nuit.
Il est bientôt le matin quand le rituel se termine. Et le chaman, épuisé, pose son tambour et retire ses vêtements de cérémonie. À l'extérieur, le jour se lève déjà. Après cette longue nuit, on a encore l'impression d'entendre la musique du chaman résonner dans les montagnes. D'ailleurs, ces montagnes, elles sont immenses. Et moi, j'ai toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ça vous dit? Alors, rendez-vous pour une prochaine aventure. Tchuss!